Mais dites-moi, madame, pourquoi avez-vous laissé cet homme crier la nuit dernière? J'ai accepté que mon mari vienne ici parce que l'on m'avait assuré qu'il ne souffrirait d'aucune façon. Ce n'est pas possible, ça ne se passera pas comme pour cet homme, n'est-ce pas? Je pensais qu'il n'y avait jamais de souffrance en soins palliatifs. Si mon propos commence par une promesse, c'est pour en dénoncer d'emblée les retombées. Autrement, qui pourrait bien avoir envie de venir dans ce lieu perçu comme un sas, menant inexorablement au monde des morts? Certains disent que c'est un mouroir, et alors en toute logique, l'endroit est maudit. Tandis que d'autres y perçoivent le paradis, les souffrances envolées, le cœur apaisé, le corps enveloppé par toutes ces âmes charitables, toutes de blanc vêtues. On dirait des anges, avait confié l'un d'entre eux. Parce qu'il faut tout de même préciser le sens mis au départ sur la création de ces unités. Les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il reste à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire, a écrit Thérèse Danier, mais le tout est ici ambitieux. Pourtant, cette pionnière conduira à nous introduire dans un no man's times au milieu des années 80. Littéralement, espace d'aucun homme, cela pouvait surtout supposer que le soin, le care donc, ne s'arrête pas au traitement, au cure, mais le dépasse infiniment. Par-delà les atteintes ou même les infirmités du sujet malade, il est. Comme si donc de ce temps d'avant la mort, l'homme en tant qu'être à part entière, doté d'une parole et de désir, comme s'il manquait à être reconnu. C'est de ces sujets-là dont il va être question dans mon propos, plus précisément des rencontres qui égrènent ce temps de passage en phase ultime de la maladie, le plus souvent cancéreuse. Voilà 10 ans que je rencontre des personnes dont l'existence touche à sa fin et que j'essaie de comprendre en quoi consiste réellement cette nouvelle méthode de soins, révolutionnaire à l'époque, les soins palliatifs. Laissez-moi vous en conter l'histoire. Tout commence il y a fort longtemps, où les soins qu'apportaient les hommes à leurs semblables en souffrance se voulaient ordinaires. Donner à boire, éponger le front, relever l'oreiller, geste que tout professionnel réalise quotidiennement en soins palliatifs. Je devrais plutôt dire que tout homme réalise, car ces soins dépassent les frontières des spécialités. Bénévoles, aides-soignants, infirmiers, agents d'entretien, médecins, socio-esthéticiennes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues. Depuis toujours, ces gestes sont réalisés au sein de la famille, tandis qu'un élan de solidarité aux alentours permettait un relais auprès du malade. Puis au Moyen-Âge, des confréries religieuses commencent à accueillir les malades, alors que les indigents étaient bien souvent laissés au bord du chemin. C'est au XIXe siècle qu'une jeune lyonnaise, Jeanne Garnier, va fonder les Dames du Calvaire pour venir en aide aux malades incurables dont personne ne voulait. Cette impulsion permettra qu'en 1874 s'ouvre à Paris un hospice qui est l'actuelle maison médicale Jeanne Garnier. Avec ses 80 lits, c'est aujourd'hui non seulement la plus grande des unités de soins palliatifs en France, mais aussi un modèle et une référence pour le mouvement. Un documentaire y a trouvé l'inspiration, Les yeux ouverts, tourné en 2010, que nous visualiserons cet après-midi. À Londres et à Dublin, 2 hospices à peu près identiques voient le jour à la fin du 19e et début du 20e siècle. Mais il faudra attendre 1967 pour qu'un médecin, Cicely Saunders, fonde le Saint Christopher Hospice, qui était la première unité de soins palliatifs. Une nouvelle manière de penser le soin apparaît, relevant d'une philosophie humaniste centrée sur la personne. Privilégiant l'interdisciplinarité, les professionnels ont pour objectif de prendre soin de la personne et de ses proches en favorisant la qualité de ce qu'il reste à vivre. Tout ce qu'il reste à faire pour ce qu'il reste à vivre donc. Des professionnels concernés par la question du prendre soin dans ce contexte de la fin de vie, jusqu'au grand public, il n'y aura qu'un pas. Citons à cet endroit le livre de Marie de Hetzel, La mort intime, ceux qui y vont mourir vous apprennent à vivre, préfacé par François Mitterrand. À la lire, mourir serait un art, et les mourants seraient parfois transcendés par l'épreuve qui les amèneront à l'enformer. C'est le premier livre sur ce thème que j'ai étudié alors que j'étais encore étudiante, et je dois l'avouer aussi, c'est ce livre qui me donnera l'impulsion d'aller pousser les portes de ce service à peine 2 années plus tard. Arrivée dans le service de soins palliatifs du centre hospitalier de Roubaix, juste diplômée,
Je me rappelle m'être dit, pas plus de 5 ans ici. Mais ici, c'est où? Aurais-je doublé ma peine? Comme beaucoup, je franchissais le seuil de cet ancien hospice avec la représentation d'un accompagnement de compassion vers la mort, bien naïf donc. Et voilà que je découvre des vivants, qui plus est, pas toujours aptes à recevoir la mort sucrée de la veille dans un pot de confiture, pour reprendre l'expression de Martine Berzel, psychanalyste, qui dénonce cet amour qui déglutine partout si l'on s'en tient à certains discours idéalisés sur les soins palliatifs. Or, ce que je dégage aujourd'hui de ces années passées auprès de ces sujets rendus vulnérables par l'épreuve de la maladie et du vécu réel de la finitude, c'est qu'ils sont comme nous, ordinaires. Ils portent par-delà leur visage de cancéreux l'essence même de la vulnérabilité de l'homme. Cette fragilité qui n'est pas une faiblesse mais bien la trace de leur humanité est sans doute l'enseignement le plus précieux pour moi. Je fus sensibilisée par la formule de Frédéric Chaudier, réalisateur et auteur du documentaire tourné à Jeanne Garnier, lieu de la fin de vie de son père. Face à lui, c'est un être de cristal qui s'est dévoilé avec toute la résonance de la vulnérabilité du sujet, ainsi dénudé dans cette expérience ultime. Précisément, cette démarche palliative envisage la mort comme un processus naturel. Elle se destine à des malades en phase palliative ou terminale d'une maladie grave et incurable. Aux soins curatifs se substituent progressivement les soins de confort qui constituent bientôt l'essentiel de la prise en charge dans le respect de principes fondamentaux, à savoir le principe d'humanité, d'autonomie, de proportion et de futilité. Je serais bien tentée de les résumer ainsi. Un sujet qui conserverait une liberté de choix, y compris sur son traitement, à la condition de recevoir l'éclairage nécessaire. Une telle logique soutient la reconnaissance d'une subjectivité chez l'autre, malgré les entraves physiques ou psychiques liées à l'évolution de sa pathologie. Celle-ci ne fera plus l'objet de traitement ni d'investigation si c'est au prix d'une qualité de vie ou d'un confort. Il s'agit désormais de mesurer chaque action thérapeutique pour donner la priorité à la qualité de l'existence. Voici en quelques mots la philosophie des soins palliatifs telle qu'elle m'apparaît. Mais laissez-moi vous confier cette pensée, probablement au cœur de cette démarche, qui consiste à ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut plus ajouter des jours à la vie. Jean Bernard, médecin et académicien français. Autrement dit, soutenir la vie jusqu'à son dernier souffle, même s'il est presque problématique de le préciser, comme si la présence du vital perdait son évidence en ces moments de proximité avec la mort. L'option est en tout cas prise du côté d'une vitalité à préserver. Alors vous me direz peut-être c'est une façon de voir le verre à moitié plein, probablement, mais ça fait aussi toute la différence. Pourquoi? Parce que je parle de la vie et que je vous parle de vivant. En refusant d'appréhender ces sujets malades comme des mourants, je les reconnais là aussi comme mes semblables. C'est toute l'histoire du lien fraternel où l'autre se veut estimable à mes yeux par le seul fait qu'il soit. Kant écrivait déjà que l'être humain est une fin en soi. Il a une dignité et une valeur. Tandis que Rousseau affirme plus tard que tout homme est utile à l'humanité par le seul fait qu'il existe. Pinel, bien connu des professionnels de la santé mentale, passera de la théorie à la pratique avec cet extraordinaire geste de fraternité qui consistera à libérer les aliénés de leur chaîne au moment de la Révolution française, malgré les angoisses de ses confrères interprétant les claquements des liens sur les barreaux comme le signe de leur bestialité. À les considérer comme tels, ils finissaient par le devenir. Mais miracle, ces aliénés n'étaient pas sans esprit, on les a reconnus comme des hommes et le tintamarre cessera. Mais quelle épreuve que de reconnaître dans l'exclu cet autre de moi, un homme insemblable. Et qu'est-ce que l'autre? Jean Kelevitch note que l'autre est un autre que moi parce que relativement le même, à la fois semblable et différent. En effet, il existe un lien de fraternité qui unit chaque homme à la famille humaine, avec un sentiment profond de ce lien. Ce lien d'espèce nous renvoie à l'obligation et la responsabilité de reconnaître l'autre comme sujet. Or, l'exclusion siège précisément en des moments de crise
Et il se trouve que l'exclusion qui réussit bien souvent, c'est celle qui ne se voit pas. Et pour eux, au mépris s'ajoute bien souvent la honte. Est-ce utile de préciser que la mort se pose comme crise? L'existence des rituels n'est donc pas sans lien. Ainsi, la délicatesse dans l'accompagnement consisterait à éviter de les prendre en pitié, comme si l'exclu devenait estimable par ces seules souffrances qu'il m'offre. La pitié, entendue comme la remorque du malheur. Alors comment ne pas prendre en pitié cet autre vulnérable sans pour autant être impitoyable à son égard? Maison de Dieu suggère de tenir cet autre en respect. Il se trouve que littéralement, respect signifie regarder en arrière, évoquant ainsi l'aptitude à considérer ce qui a été énoncé et admis dans le passé et d'en tirer les conséquences dans le présent. Autrement dit, tirer le parti des souffrances du passé en termes d'accompagnement de fin de vie pour respecter celui qui meurt. Précisément, Martine Berzel écrit que palliativement correct est respecter le malade dans ce qu'il vit. C'est le lien que je ferai avec l'émergence de soins axés sur le relationnel, probablement en peine lorsque l'on pense au système biomédical qui caractérise notre modèle de santé basé sur l'efficacité technique et pharmacologique. Pour la combattre, il fallait bien ériger un symbole en complète opposition. Ainsi, pensons à l'image traditionnellement proposée pour évoquer l'accompagnement en soins palliatifs, la main. Forme embryonnaire d'écriture, la main en est le symbole premier et se pose ainsi au cœur de la communication. Darwin a d'ailleurs écrit que l'homme n'aurait jamais atteint sa place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses mains. La main serait donc à la base de l'humain, pourrions-nous dire, dans le sens du lien. La main serait aussi la manifestation de la pensée dans le sens d'outil, elle en est son prolongement. On est donc sensible à une forme d'humanisation du soin avec la main comme représentation symbolique. Avec elle s'impose une image consensuelle du mourir, imposée collectivement à grand renfort de formules. Mais aujourd'hui, nous disposons de quelques années qui ont accompagné l'émergence de cette nouvelle manière d'être auprès des patients en fin de vie pour questionner le non-pensé qui s'y dérobe encore. J'entends la volonté initiale de donner sens à ce qui autrement courait le risque, entre diagnostic et décès, de demeurer ce lieu d'aucun homme. Nous le savons, le paradis est parfois pavé de bonnes intentions. À combattre la violence engendrée par la non-reconnaissance du caractère singulier de la fin de vie, nous en venons parfois à nier ce même caractère de violence qui lui est toujours inhérent. En exemple, je vous propose d'entendre l'orientation que la formation de certains professionnels prend désormais. Les soignants ont besoin d'apprendre à parler avec les mourants de leurs craintes et de leurs désirs, sans avoir peur de leur propre impuissance, et ils oseront alors donner aux mourants la permission de mourir. Cet extrait d'une brochure ordinaire en matière de formation révèle avec force l'inflation relationnelle autour d'une catégorie d'individus. De l'intime, oui, mais c'est le caractère privé qui est à dénoncer dans cette injonction à faire du lien, précisément à un moment où ça se défait à l'ombre de la mort qui menace. Comme pour maintenir ce qui risquerait précisément de ne pas se maintenir. Mais je m'interroge tout de même. Comment donner la permission de mourir à des mourants? Comme s'ils n'étaient rien d'autre que des individus en train de mourir, en ce sens nous les mettons à distance et nous les excluons de la catégorie à laquelle pourtant ils appartiennent, celle des êtres humains. Ce qu'ils incarnent est effrayant, à ce point qu'ils sont condamnés avant même de mourir. Ce sont des mourants, n'est-ce pas? À ce propos, écoutons Martine Berzel qui écrit « La catégorie médicale du mourant a d'entrée de jeu un indiscutable effet symbolique, opérant un véritable apartheid. Elle sépare, distingue, ségrègue les mourants des vivants, mais coupe également les vivants de leur mortalité et de leur finitude. Parce que l'acharnement à créer du lien en ce lieu de toutes les séparations est tout à fait interpellant. Nous pourrions ainsi nous interroger, mais de quoi les soins palliatifs, avec l'inflation relationnelle comme totem, sont-ils le symptôme? Convoquant l'idéal d'une mort apprivoisée, de la bonne mort, la vision idéale présenterait presque l'expérience des patients comme une rencontre quasi heureuse avec la mort. Or, la clinique vient nous rappeler au quotidien que malgré tous les soins, la mort peut demeurer sordide.
un événement solitaire et insoutenable, nous rappelant que la mort fait toujours violence. Négliger cet aspect de l'expérience de la fin de vie pourrait bien aboutir à un sentiment commun de n'avoir pas été capable d'accompagner comme il se doit, et ainsi ressentir en sourdine de l'agressivité contre le mourant qui ne se prêterait pas à ce projet. La représentation de l'homme coquillage de l'étymologie musulmane s'impose à notre pensée, celui dont le regard perdu reflèterait la gorgone. Pour la civilisation grecque, la gorgone se trouve représentée par un visage féminin terrifiant, orné de serpents, dont la seule vision viendrait précipiter une mort assurée. Ce non-visage représenterait un impossible à voir, précipitant l'autre dans ce même statut de voyant. Parce qu'il a vu la mort, il serait en proie à la métamorphose, moment de bascule dans un néant aveuglant. C'est ainsi que l'histoire raconte que Persée, avec l'aide d'Athéna, a pu trancher la tête de la Méduse grâce à son bouclier poli, renvoyant à celle-ci son propre regard pétrifiant. Porteurs d'un tel savoir de mort, tous chercheraient à les éliminer à leur manière, hors de ma vue. Il se trouve que l'exclusion, énonce Maisondieu, serait le meilleur moyen d'éliminer l'autre sans avoir besoin de le tuer. Il parle ainsi d'un meurtre sans cadavre. Il propose le terme d'autruicide pour traduire cette idée. Parler de mourants à propos de sujets vivants mais confrontés à l'épreuve de la fin de vie, n'est-ce pas les exclure de la catégorie des hommes? C'est ici l'autre face de la médaille des soins palliatifs, médaille oui, parce qu'elle s'est appliquée à pénétrer dans ce No Man's Times en quête de sujets perdus entre deux tentations extrêmes, l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie. Cette prise en considération des besoins spécifiques aux personnes en fin de vie mérite bien une médaille. Mais la face cachée relèverait de l'illusion d'une quelconque gestion de ce temps de passage. Gestion, grand mot des temps modernes. Je fais allusion à deux distorsions parfois associées à la pratique palliative, à savoir l'idéalisation et le déni de la violence de la mort. Parce que la mort fait toujours violence, et ce depuis bien longtemps. Il suffit pour le saisir de revenir au sens premier du mot agonie. Ça vient du grec agonia, autrefois utilisé pour qualifier l'éprouvé des lutteurs grecs avant leur entrée au combat. Autrement dit, agonie viendrait dire ce que l'homme ressent quand il sait qu'il va mourir, mais aussi qu'il ne peut plus rien faire pour y échapper. C'est elle, l'agonie de nos mourants. C'est elle aussi qui est nommée par cette femme citée en début de conférence. C'est elle encore qui l'effraie. Et c'est elle enfin qui est niée parfois par les soignants eux-mêmes. Une confrontation quasi quotidienne avec la mort nécessite bien des aménagements, y compris celui de vouloir croire en l'éradication de toutes les douleurs en soins palliatifs. À entendre certaines personnes démunies devant l'agonie de leurs malades, les soins palliatifs sont parfois vendus comme solution miracle, compensation aux souffrances endurées. Le constat est bien souvent amer à l'arrivée. La mort est reconnue certes, mais parfois au prix d'en exclure ce qui fâche. Autrefois pris dans ce No Man's Times, lieu d'aucun homme, le sujet serait désormais englué dans un No Lifetime, voire dans un Dying Time, tant d'aucun vivant, tant des mourants. Penser que la mort, que le temps d'accompagnement se résume à approcher un quelconque idéal, et qu'à cette condition la mort dégage une sorte d'esthétisme, s'économiserait même de toute violence, c'est bien malheur. Alors je dirais que du temps où il ne pouvait rien penser, No Man's Time, nous risquerons bien vite d'être témoins d'un temps où il n'aurait plus rien à dire. Si c'est un lieu d'aucun homme, c'est en qualité de sujet pensant qu'il est supposé absent. Aujourd'hui il est, mais au prix d'une reconnaissance réductible à un savoir de mort absolue. Mais comment penser quand on est déjà mort? Et comment vivre quand on est adjoint de parler de sa mort, discours qui par excellence témoignerait d'un bien mourir? L'horreur du vide, cette mort qu'il m'impose, pousserait à combler, colmater tout espace chez l'autre. Nous pourrions alors dégager trois nuances principales dans l'art de mourir tel que ça pourrait s'entendre aujourd'hui. Il y aurait ce qui pourrait prendre l'allure de l'agonie du lutteur. Mourant tel un héros combattant, c'est l'acharnement à vivre, à ne rien lâcher.
Je dois me montrer à la hauteur, être courageux et me battre jusqu'au bout. Il y aurait celui qui renonce à traverser cet espace-temps effrayant pour se diriger tout droit vers l'échafaud. C'est la demande d'euthanasie. Mais à quoi bon vivre, puisque je sais maintenant que je vais mourir? Ça n'a plus de sens. Faites que tout s'arrête, vite. Il y aurait enfin celui qui s'engagerait, éclairé sur le chemin qui mène au trépas. Ce serait l'offre idéalisée des soins palliatifs. Tel le promeneur faisant face à la Gorgone, n'en perdrait-il pas la vue, ainsi pris dans cette logique d'une mort qui doit être pensée et racontée à tout prix? S'il en perd la vue, que peut-il bien dire alors de cette vision? Jankélévitch écrivait peu avant l'émergence de cette spécialité de soins. Lui, le mourant, il sait peut-être quelque chose, mais comme il ne savait rien au moment où il pouvait encore parler, et comme à partir du moment où il aurait peut-être quelque chose à nous apprendre, il perd tout contact avec les survivants, son message est de toute façon incommunicable. Chacun respectivement emporte avec soi sa trouvaille, si trouvaille il y a. La mort, au fond, demeure le lieu d'une énigme, rappelant le manque fondamental, celui d'une certitude concernant un savoir. Il est à prendre en compte plutôt qu'à nous soumettre à la tentative de l'obstruer. En 10 années, j'ai surtout appris à renoncer à toute espèce de maîtrise dans ce domaine, parce qu'il y a autant de manières de mourir qu'il y a d'hommes sur Terre. D'ailleurs, il n'y a pas un moment où je me suis sentie plus inutile qu'au moment de la mort, bien plus utile en fait dans ces temps d'arrêt où s'impose le respect des plongées solitaires du patient. Ces pauses respiratoires à lui imposent leur rythme, nous engageant dans une espèce de pause à nous aussi. Long processus que celui de la reconnaissance de notre impuissance devant lui, ingrédient essentiel pourtant de ce respect qui n'est pas réductible à notre activité. Bien souvent, je fus confrontée à ce constat que je ne pouvais rien pour lui, où au fond notre main, notre regard sont repoussés. Patrick Baudry note en ce sens qu'à la toute-puissance de l'aide s'oppose la limite de l'accompagnement. Au lieu de la prise de position, c'est bien plutôt le retrait qui s'impose. Au lieu de la fusion, du souffrir avec, qui peut vite devenir un souffrir pour et un souffrir à la place d'eux, il s'agit de la reconnaissance de l'autre comme autrui. La présence n'est pas à comprendre comme une manière d'être tout entièrement là, mais une manière d'en être qui suppose bien des limites. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une présence totale, mais d'une présence qui contient et qui fait place à une absence. Travail délicat que celui d'un tel ajustement. Le prendre soin relèverait davantage d'une œuvre de création, à chaque fois unique, qui concerne une personne dans la singularité de sa situation de vie. Il existe une solitude inhérente à l'homme. Respecter l'homme, c'est respecter ce passage de l'intime. Il me revient à cet endroit la remarque d'un infirmier visiblement sceptique vis-à-vis de mon engagement auprès de ses patients. « Mais c'est que la mort doit vous intéresser, m'avait-il dit. » Eh bien non, c'est la vie dans l'éclat qu'elle est capable de renvoyer, bien que prise dans des contextes extrêmes, c'est elle qui m'intéresse. C'est avec humilité et sans rien attendre que nous avons à rencontrer cet autre. Et alors, il réalisera en privé l'expérience de cette traversée qu'il commentera ou pas. Le voyage est insolite et donc à couper le souffle. Chut, pas un mot. Alors un dernier toutefois, pour vous parler d'un homme. Il s'appelle Richard. Il a 46 ans quand tombe le diagnostic d'un cancer pulmonaire auquel se mêle immédiatement le pronostic. L'atteinte est irréversible et l'échéance de la mort brève. Très vite donc, il rejoint le service de soins palliatifs. Nos rencontres régulières, le lien, l'autorisera bientôt à me confier ceci. Excusez-moi de vous demander ça, mais qu'est-ce que vous pourriez bien ressentir si c'était vous qui étiez dans ce lit d'hôpital et devant vous encore que se dresserait une mort prochaine? L'erreur alors aurait sans doute été celle de lui répondre. Nous ne sommes que des témoins, ignorants. Lui seul sait, et c'est alors qu'il a pu me dire. Je vous remercie.